NDC Partnership travaille à l'implémentation de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à l'implémentation du protocole de Kyoto et à l'implémentation de l'accord de Paris. Vous le savez, en 2015, les nations se sont retrouvées à Paris à la COP 21 et au bout des discussions est né l'accord de Paris. NDC Partnership travaille donc dans les différents pays pour appuyer ces pays-là à l'implémentation de ces différents accords. Au Bénin, c'est à travers le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable que ceci est mis en œuvre. Au nombre des structures, au nombre des institutions et au nombre des dispositifs mis en place pour pouvoir atteindre les objectifs, nous avons UNCC Learn qui permet à toute personne de pouvoir aller sur cette plateforme-là et de s'informer en temps réel, surtout en langage décodé, pour pouvoir comprendre de quoi on parle en matière de changement climatique, de réchauffement climatique, de variabilité. Tous ces mots qui ont l'air un petit peu complexes, UNCC Learn est une plateforme que vous pouvez visiter pour en apprendre davantage. Et UNITA est le secrétaire exécutif qui met en œuvre ce programme-là à travers UNCC Learn. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir sur le Café Environnement des experts qui vont nous aider à comprendre davantage tous ces termes qui sont super codés parfois et ils vont nous permettre en langage terre à terre de pouvoir nous les approprier nous-mêmes. Je suis donc contente aujourd'hui d'avoir à ma droite Dr Amou. Merci Dr Martial Amou, il est expert en changement climatique. Bonjour Dr Amou. Bonjour Madame Inès. Vous allez bien? Ça va très bien. Moi je souris mais pas vous. On va sourire ensemble? Ça va très bien. Parce que quand vous ne souriez pas, je me dis que peut-être ça va être compliqué les termes que vous allez employer aujourd'hui. Non, ça va aller. On peut être rassuré? Ouais. Très bien. À votre droite, nous avons une magnifique dame qui en a dans la tête et dans le cœur. Merci beaucoup, Viou, Christelle, Marianne, Azéon et j'ajouterai Topo pour que le package soit complet. Elle est environnementaliste, experte en inventaire des gaz à effet de serre. Oui, c'est ça. Bonjour ça a l'air un peu lourd. Bonjour Marianne. Non, c'est pas si lourd que ça. On va monnayer tout ça. On va monnayer tout ça. Oui, bien sûr. Est-ce que nos deux experts nous rassurent que tout se dira en langage terre à terre aujourd'hui? Bien sûr. Vous êtes rassurés. Parfait. À ma droite, il nous permettra de commencer en étant bien. Vous voyez qu'on a nos tasses qui sont bien au rendez-vous et je voudrais rappeler pourquoi est-ce qu'au Café Environnement, ce sont dans des tasses que nous prenons notre café. On aurait pu utiliser des gobelets en carton qui sont jetables pour le café, mais nous pensons toujours 3R, nous pensons toujours à réduire les déchets, nous pensons toujours à préserver notre planète. C'est vrai qu'utiliser ces gobelets en carton qui permettent de prendre du café, c'est déjà mieux que du plastique, mais plus vous en utilisez, plus vous produisez des déchets, plus vous allez en jeter, plus vous allez polluer. Mais par contre, quand vous prenez des tasses, vous allez juste les laver. Et nous, on utilise les mêmes tasses depuis et encore avec beaucoup de joie. Et celui qui nous permet de prendre du thé et du café, il s'appelle Freddy Adiarossi. Il est chef des banquets à Terre Bénin. Bonjour Freddy. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous? Je vais parfaitement bien. Et alors aujourd'hui, nous allons prendre, juste à ma gauche, nous avons du thé de citronnelle et accompagné du thé de menthe. Et à ma droite, nous avons le thé de cacao, du pur cacao fait au Bénin par notre partenaire Suite Bénin. Sweet Life Africa. Sweet Life Sweet Africa. Bénin nous donne des toffees. Je pense qu'il a envie d'une petite douceur ce matin. Alors, on a du thé de menthe, du thé de citronnelle, on a du cacao chaud ici. Pure poudre de cacao, c'est produit au Bénin par Sweet Life Africa. C'est vraiment recommandé parce que ça vous donne de l'énergie, ça vous permet d'être en bonne santé, ça vous permet d'être de bonne humeur. Pas pour demander à mes panélistes de choisir le cacao chaud, mais je veux savoir quand même c'est quoi la préférence. Bizarrement, moi, ça serait le cacao chaud. J'ai bien vendu le produit, docteur Chez Amou. moi, pareil. Le cacao chaud? Bien sûr. D'accord. Donc, il faudra vous diriger vers Freddy pour vous faire servir du cacao chaud. Et je vais demander à Potin de venir vers moi. Potin Adamvessi, ambassadeur du Café Environnement, multitalent. Il fait de magnifiques restitutions sur le terrain, mais aujourd'hui, il n'est pas dans la peau de Monsieur Restitution. Il va co-présenter avec moi aujourd'hui. Potin, il est également slammer. On peut avoir un petit truc rapidement? Oui, insalubrité, eau usée, pollution, corrosion, déforestation. Ce sont là quelques mots qui constituent
le champ lexical de notre environnement. Ne serait-il pas temps que chacun prenne conscience? Ne serait-il pas temps de changer la tendance? Ne serait-il pas temps de protéger notre environnement? C'est pour tout de suite. L'amour des mots et de la nature, je pense qu'on partage ça, Potin et moi. Et Potin, aujourd'hui, vous allez inviter les ambassadeurs du Café Environnement à se faire servir, puisque nos panélistes sont en train de se servir aussi déjà. Super. Alors, chers amis, je vous invite, ne soyez pas timides, surtout parce qu'ici, on va faire ça bien et venez vous servir. Merci. C'est parti. C'est parti. Je porte une robe de la marque Lolo Andoche qui est partenaire du Café Environnement et je suis bien inspirée à dire un spécial merci à tous les partenaires du Café Environnement. Je commencerai bien évidemment par ESAE TV, partenaire du Café Environnement qui assure la production de l'émission du Café Environnement. Un infini merci à Sweet Life Africa qui nous offre de la poudre de cacao sur le buffet aujourd'hui pour le libre service thé. Café, bonne poudre produite au Bénin, c'est dans des conditions écologiques, c'est bon pour votre santé et c'est bon pour le plaisir de vos palais. Merci infiniment à Chef Maël qui nous offre des cakes Mabré pour les meilleurs ambassadeurs du Café Environnement. Agrisache est toujours au rendez-vous avec des œufs bio, écolo. Le jaune, il est jaune, il est délicieux, il est bon pour la santé. Agrisache avec, pour mot d'ordre, un homme, un œuf par jour. Merci infiniment à l'Université d'Abomey et Calavi qui nous accueille aujourd'hui sur le Café Environnement avec l'ICAV, avec le MIRD et évidemment toute la communauté du Café Environnement fidèle au rendez-vous. Merci infiniment à Goshen Great Grace qui est un partenaire du Café Environnement. Merci à Ilé Rami qui nous appuie sur le buffet du Café Environnement aujourd'hui à la phase de dégustation des mets entièrement locaux. On verra ce que Ilé Rami nous met à disposition. Comment ne pas dire merci, un infiniment merci à l'ambassade des États-Unis près le Bénin, premier partenaire du Café Environnement qui nous appuie depuis 2022. Comment ne pas dire merci à MDC Partnership qui est avec nous aujourd'hui sur le Café Environnement. Merci au ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable. Merci à Unitar qui est avec nous sur le Café Environnement aujourd'hui. Merci à Kanchigan à travers Empire Écologie. C'est du charbon écologique, du charbon fait avec des déchets qui ont été recyclés pour que nous puissions ensemble mieux protéger notre planète tout en cuisinant convenablement et en nous faisant plaisir. Je voudrais dire merci également à UNITA à nouveau à travers ces sacs qui nous sont mis à disposition qui permettent en fait de promouvoir la CDN, contribution déterminée au niveau national dans chaque pays et notamment au Bénin. Je vous parle de partenaires, nous l'avons connu avec des légumes. La première fois que Bademé est venue sur le Café Environnement, elle nous a ramené un pack avec un peu de crin-crin, un peu de poisson fumé, du fromage, des crabes. On avait tout pour faire la sauce, comme dirait l'autre, tous les animaux dedans. Et aujourd'hui, on redécouvre Bademé sous un nouveau format. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous êtes le responsable commercial de Bademé, c'est bien ça? Responsable marketing. Le responsable marketing, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Elvis Adoukonou, responsable marketing et communication de Bademé Natural Foods. Je suis ici aujourd'hui pour parler de nos gammes de produits douceur locale. Donc, au-delà de... Vous continuez de faire le crin-crin ou pas? Oui, toujours. Ok. Tout ce qui est légumes continue d'être commercialisé par Bademé, mais il y a de nouveaux produits qu'on va découvrir aujourd'hui. Le premier que j'ai là, c'est Vivi Toffee Menthe. Oui. Il s'agit des toffees au lait avec des arômes naturels. Là, vous avez le toffee Vivi Menthe qui est composé de 15 toffees. Et dans le pack, on a 15. Oui, dans le pack, il y a 15 toffees et qui est à 1000 francs CFA seulement. Nous avons plusieurs saveurs. Nous avons une variété de 15 saveurs. Citronnelle, menthe, fraise, gingembre, sodabi.
presque toutes les saveurs, noix de muscade, pour ne citer que ceux-là. Et à part cela, nous avons aussi des packs de multiples saveurs. D'accord. Donc, ce n'est pas seulement comme Le premier ici, pack, en fait. Voilà, pour le premier pack, il n'y a que de la menthe dedans. Mais ici, c'est multiples saveurs, donc il y a presque toutes les saveurs qui sont constituées dans ce pack. À part cela, nous avons aussi les toffee kiki. Ça, c'est pour amuser un peu nos partenaires à la Vous voyez maison, bien la les forme. mamans et les papas. Donc, vous voyez bien la forme, ça en dit long. Donc, nous Il y a avons quoi dedans? là, il y a du lait et du soda-bi. Du soda bi. On ne dira Oui. pas les autres ingrédients, mais si vous voulez découvrir ce toffee kiki, vous allez appeler quel numéro? 99 32 79 59. 99 32 79 59 pour avoir le toffee kiki ou pour avoir le toffee toffee multisaveur ou pour avoir le toffee à la menthe, pour avoir les dragées. Il y a même des Oui, dragées il y a pour des les dragées, mariages, les pour baptêmes, les c'est la mariages, période. Hein. baptêmes, communion, fête d'anniversaire, les cadeaux surprises, tout ça en fait. Et avec des macarons personnalisés aussi. D'accord. Donc, Voilà tout ce que vous avez de nouveau à Bademé Natural Food. Là, nous sommes dans l'espace Liberté et tout. Et voilà, nous sommes avec Sakinatou. Sakinatou, qui est aussi l'une des ambassadrices du Café Environnement et qui a vraiment mouillé le maillot ce mois-ci pour la restitution, pour ses restitutions sur le terrain. Donc, on va avoir quelques-unes de tes impressions. Pour ce mois-ci, nous avons eu comme thème les dangers des huiles usagées et promotion des éco-produits. Comme nous l'avons appris, au niveau des huiles usagées, nous devons faire au moins 4 cuissons. Après les 4 cuissons, nous devons renverser l'huile ou soit conserver et remettre ça à Amavi Collect. Nous ne devons pas les mettre dans l'environnement pour ne pas les polluer parce que ces huiles peuvent endommager le sol. Maintenant, au niveau de la promotion des éco-produits, nous avons appris que la tige ou la branche de bananier permet de fabriquer des chapeaux, des nattes qui tiennent très bien, plus que les bois. Je voudrais vous demander, Sakinatou, si le message est bien passé. Est-ce que les populations ont bien reçu votre message? Oui, les populations ont bien reçu le message, surtout Madame Diam et Atta chez moi à la maison. Elle ne fait plus la cuisson dépassant 4. Merci beaucoup. Pour bien implémenter l'accord de Paris, chaque nation est invitée à avoir son document de contribution déterminé au niveau national. Cela permet en fait à tous les citoyens du pays de savoir quels sont les efforts qui sont consentis au niveau national pour réduire les effets des changements climatiques. Et comme nous le disait déjà l'expert de la dernière fois sur le site de HECM, on va parler d'atténuation, on va parler d'adaptation et dans ce sens-là, chacun de nous a une responsabilité. Nous faisons donc suite au numéro dernier avec UNITAR pour aujourd'hui parler de comment minimiser les impacts de la variabilité et des changements climatiques sur les activités humaines. Puisque de toutes les façons, nous sommes engagés à protéger la planète afin que chaque humain se sente bien sur Terre. Nous allons recevoir avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de sourires, d'applaudissements, Madame Viou Christelle Marianne Azéoun Toko, qui est environnementaliste et experte en inventaire des gaz à effet de serre. Je parle encore et vous n'applaudissez plus. Merci de la recevoir. Bonjour à tout le monde. Bonjour madame. Voilà, comment vous allez? Ok, je suis très heureuse d'être là ce matin et de partager avec vous ce petit moment-là où nous allons parler des impacts des changements climatiques. Et je suis très heureuse encore que nous soyons dans une salle où il y a un panel de sachants. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de la CDL une fois avant aujourd'hui? Certains. Donc, certains ont déjà entendu parler de la CDN, mais d'autres jamais. C'est la première fois. Donc, on va découvrir ensemble. Donc, ma présentation va se dérouler comme suit. Nous allons parler de variabilité et changement climatique. C'est quoi la petite nuance lorsqu'on parle de variabilité climatique, lorsqu'on parle de changement climatique? Qu'est-ce que c'est? Nous allons parler des principaux risques climatiques que nous avons au Bénin.
nous allons parler des impacts sur les secteurs d'activité, les mesures d'adaptation et nous allons finir en parlant de qu'est-ce que nous pouvons faire au quotidien, chacun de nous en tant que citoyen béninois. Alors, le changement climatique fait référence à un changement dans l'état ou la variabilité du climat. Et la variabilité climatique fait référence aux variations de l'état moyen du climat à toutes les échelles temporelles et spatiales qui dépassent les échelles typiques des événements météorologiques. Alors, pour faire simple, dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le thème changement climatique désigne uniquement les changements dus aux activités humaines. Il y a les changements climatiques qui sont induits par les activités que nous faisons tous les jours et il y a celles qui sont liées, qui sont d'origine naturelle. Parce qu'avant qu'on ne commence à parler de changement climatique, vous savez que depuis des décennies, il y a eu des événements climatiques importants, des sécheresses, des inondations, bien avant même qu'on ne commence à parler des changements climatiques. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, c'est la petite nuance entre la variabilité climatique et les changements climatiques. Alors, la principale cause du réchauffement climatique est liée à l'augmentation des sources d'émissions de gaz à effet de serre. Sans effet de serre, il n'y a pas de vie. Donc, si nous n'avons pas d'effet de serre, la température globale de la planète sera environ à moins 19 degrés. Est-ce qu'on peut vivre dedans? Voilà. Alors qu'avec l'effet de serre, on doit se retrouver en moyenne autour de 15 degrés actuellement. Mais le problème est que lorsque ces gaz à effet de serre-là deviennent de plus en plus nombreux, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup plus de chaleur. Et ça va créer quoi? C'est simple, non? Tout le monde a compris, non? Parfait. Donc, il faut dire que lié à l'augmentation des sources d'émissions de gaz à effet de serre provenant en grande partie de la combustion de carburant dans les secteurs de l'énergie, l'agriculture, les procédés industriels et le secteur des déchets. Alors, on peut se demander comment ces secteurs-là peuvent produire des gaz à effet de serre. Je vais aller sur le secteur des déchets pour vous expliquer rapidement. Quand on prend le secteur des déchets, par exemple, comment ça produit des gaz à effet de serre? Lorsque nous produisons des déchets, in fine, ces déchets-là vont où? Qui sait? Qui peut me dire? Les déchets que nous produisons, ça finit où? Pour aller rapidement, oui. Dans les décharges finales. Très bien, dans les décharges finales. Lorsqu'on envoie les déchets dans les décharges finales, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets-là? Quelqu'un sait? Oui. Très bien, on passe en enfouissement. Et c'est là que le gaz est produit. Et le gaz qui est produit lorsqu'on enfouit les déchets, c'est le méthane. Vous voyez? Et au Bénin, par exemple, la décharge que nous avons, celle de Tacon, a été créée depuis 2005. Donc, depuis 2005 que nous avons commencé à entasser des déchets là-bas, ces déchets sont en train de produire du méthane. Vous voyez? Et c'est ces méthanes-là qui vont s'accumuler pendant plusieurs années. Et on va voir tous les déchets du Bénin, de la Côte d'Ivoire, vous voyez, ainsi de suite. Donc, plus nous produisons de déchets qui ne sont pas recyclables, plus nous conduisons à l'émission de CH4 parce que, in fine, lorsque ces déchets-là seront au niveau de ces décharges-là, ça va émettre le CH4. Vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, pour d'autres secteurs aussi, il y a des catégories comme ça qui vont permettre l'émission des gaz à effet de serre. Alors, on passe maintenant aux risques climatiques au Bénin. Les risques climatiques peuvent varier d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Au Bénin, les risques climatiques que nous avons, c'est la sécheresse, la chaleur excessive, les inondations, les vents violents et l'élévation du niveau de la mer. Donc, voilà les principaux risques climatiques que nous encourons au Bénin. Donc, quels sont les impacts que ces risques que je viens de citer peuvent avoir sur les secteurs? Vous allez voir, on va passer très rapidement parce qu'il y a plusieurs secteurs sur lesquels les risques climatiques peuvent avoir des impacts. Et ça dépend d'un risque à un autre. C'est-à-dire, quand je prends le secteur de l'agriculture, selon vous, quel risque peut agir sur ce secteur-là? Est-ce que c'est la sécheresse? Est-ce que c'est les vents violents? Est-ce que c'est l'élévation du niveau de la mer? Est-ce que c'est les inondations? Très bien, la sécheresse, vous avez compris. Donc, au fur et à mesure que nous allons aller au niveau des secteurs, il faut garder à l'esprit que c'est ces risques climatiques-là qui peuvent avoir des impacts sur ces activités-là. Au niveau de l'agriculture, je vais parler rapidement de la perturbation du calendrier agricole qui a un impact des changements climatiques. Il y a la perte de récolte. Vous voyez un peu. Il y a la forte mortalité dans les élevages lorsque la sécheresse est extrême, par exemple. Ressources en eau. Ici, il y a l'assèchement ou le comblement des nappes et des cours d'eau.
ici encore, le risque climatique, c'est la sécheresse. Là, il y a la migration de certaines espèces animales lorsqu'il y a inondation ou bien lorsqu'il y a sécheresse. Vous voyez un peu. Dans le secteur de la santé, nous pouvons avoir, par exemple, la prolifération des maladies vectorielles comme le paludisme. On est d'accord, non? Le paludisme est une maladie que vous connaissez tous. Nous avons aussi, en période de sécheresse, la méningite qui peut se propager. Donc, plus cette période de sécheresse-là, à cause des changements climatiques, s'allonge, plus les cas de maladies liées de méningite vont aussi augmenter. Donc, voilà les impacts que ça peut avoir. Il y a aussi les maladies liées au périfécal. Donc, vous allez voir, lorsque on commence à parler d'inondation, par exemple, l'inondation, ça va créer quoi? Ça va remplir, par exemple, les fosses septiques dans les maisons. Voilà. Et l'eau qui va se ruisseler va contenir quoi? Les déchets, les fesses. Et ces fesses-là, lorsque on sera en contact de ça, ça va entraîner des maladies liées au péril comme le choléra et tout ça. Donc, vous allez voir que lorsque on est en période d'inondation, le taux de choléra augmente. Donc, c'est le lien entre les deux. Le secteur de l'énergie. Ici, est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'il ne pleut plus, c'est-à-dire lorsqu'on est dans la vraie période de sécheresse, qu'il y a beaucoup plus de coupures? Mais il y a un lien. Parce que quand il y a la sécheresse, il y a la réduction des débits des cours d'eau. Et ces cours d'eau-là, qui permettent aux barrages hydroélectriques de nous alimenter, fait que le débit, la quantité d'électricité qui est disponible diminue et qu'il faut faire une répartition. Donc, du coup, on va couper tel quartier, tel quartier, tel quartier. Donc, ça, c'est aussi des impacts du changement climatique. Le littoral, notre beau pays, le Bénin, est un pays côtier. Donc, ici, au niveau du littoral, il peut y avoir comme impact la destruction des habitations, par exemple. Et ça, vous avez des exemples. Quand on va à Semenkodji, si vous demandez aux gens, ils vous diront, à telle époque, il y avait tel hôtel, ça a disparu avec le temps et tout et tout. Donc, si l'élévation du niveau de la mer continue, ça veut dire que nous allons encore perdre des bâtiments. Et qu'un jour, par exemple, je vais dire, par exemple, cabane des pêcheurs, pour ceux qui connaissent, ça peut disparaître. Vous voyez un peu l'impact. Lorsqu'on va venir derrière la mer, les nouveaux hôtels et autres restaurants, ça peut disparaître si le niveau de la mer continue à évoluer. Donc, vous voyez un peu l'impact que ça peut avoir sur notre pays, puisqu'il y aura le tourisme qui sera touché, il y aura le chômage qui va s'amplifier. Vous voyez un peu. Donc, tout ça, c'est les impacts sur les secteurs. Donc, le tourisme, tellement lié au littoral, parce que les activités qui vont être développées baissent de l'activité touristique. Lorsqu'on va apprendre que le niveau de la mer s'est élevé et qu'un bâtiment, un resto, un hôtel a disparu, est-ce que les gens seront tentés encore de venir voir nos plages? Ils vont dire, il y a risque. Donc, on ne va pas venir. Les activités vont baisser, les hôtels vont fermer. Et le chômage, la crise économique va s'empirer. La foresterie, très important. Un secteur très, très important. Ici, il y a la menace des fonctions de protection des sols et la conservation des ressources en eau. Et il faut noter que dans le secteur de la foresterie, le risque le plus important, l'impact le plus important, c'est la vulnérabilité socio-économique des artisans urbains. Parce que dans la foresterie, il y a une activité socio-économique autour de ce secteur-là. Donc, il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des gens qui ont toute leur vie vécu, travaillé dans ça. Donc, toutes ces personnes-là vont se retrouver au chômage. Que ce soit les artisans urbains, que ce soit les transporteurs, les commerçants de bois et énergie, tous ceux-là vont se retrouver au chômage et il va falloir penser à ce qu'ils vont faire par la suite. Alors, voilà un peu, globalement résumé, les impacts sur les différents secteurs. Tout ce que je viens de vous dire se retrouve dans la CDN. Et dans le document qu'on vous a partagé, vous pouvez lire et approfondir tous ces impacts-là. Et je vais vous dire pourquoi c'est important pour vous de connaître tous ces éléments-là par la suite. Parce que chacun de nous, à divers niveaux, en tant que citoyen, en tant qu'activiste, en tant que chercheur, nous avons quelque chose à faire pour que ça change. Ou bien, donc on va parler de ça. Donc si vous voulez plus d'informations, vous allez regarder dans ce qui a été partagé avec vous. Vous pouvez aussi aller en ligne, la CDN est en ligne. Quand vous cliquez CDN Bénin, ça va venir, vous allez télécharger. Vous allez télécharger aussi le PNA pour voir tout ce qu'on a comme mesure dans notre plan national d'adaptation au changement climatique. Alors, pour les mesures, j'ai sélectionné quelques-unes des mesures qui me parlent le plus. Parce qu'il faut dire que
dans le secteur des changements climatiques, tout le monde ne peut pas faire tout. Vous voyez, on est plus sensible à des choses qu'à d'autres en fonction de notre expertise, de notre environnement, de là où on se situe et tout ça. La personne qui se trouve à Soava n'aura pas les mêmes impacts du changement climatique que moi qui vis à Calavi. On est d'accord? Donc, lorsque vous allez lire, il y a des choses qui vont plus vous parler que d'autres. Donc, ma présentation ici, au niveau des mesures, il faut retenir que j'ai juste pris celle qui me parle le plus. Alors, amélioration et développement de la résilience des systèmes de production et de transformation agricole. Donc, ici, ces mesures d'adaptation, c'est pour le secteur de... L'agriculture. Très bien. Donc, ici, ce qui est proposé dans le PNA, c'est que, par exemple, on mette en place des recherches sur les variétés améliorées des espèces végétales, aquacoles, animales et les technologies climato-intelligentes. Ça veut dire quoi? Avec les changements climatiques, peut-être certaines espèces qu'on plante ne durent, à cause de la durée de la sécheresse ou des inondations, ces espèces-là n'arrivent plus à donner le rendement qu'il faut. En tant que chercheur, il faut faire des recherches maintenant pour voir quelles sont les espèces qui seront résilientes, qui vont s'adapter en fait aux conditions climatiques que nous avons aujourd'hui. Et ça, c'est prévu comme mesure d'adaptation dans notre PNA. Alors, dans le secteur des ressources en eau, il y a par exemple comme mesure le stockage et la valorisation des eaux de ruissellement à des fins autres que l'alimentation en eau potable. Ici, je ne sais pas d'où vous êtes. Par exemple, quand vous allez dans le zoo, les gens continuent toujours de recueillir l'eau de ruissellement à travers ce que nous appelons en fond gotha. Ou bien, vous connaissez ça, non? Voilà. Parce qu'après la période de sécheresse, ils ont du mal à s'approvisionner en eau et tout ça. Donc, comment réfléchir pour que ça soit réellement un truc au niveau macro, pour qu'on puisse récupérer l'eau là pendant la période de pluie et réutiliser après au lieu de laisser ça ruisseler et être perdu. Alors, il y a aussi comme mesure la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau. Ça, c'est très important, l'agir. Comment nous allons utiliser l'eau de façon responsable pour que tous les secteurs qui utilisent l'eau, l'agriculture, la pêche et tout, et la consommation, puissent trouver la ressource et l'utiliser de façon optionnelle. Alors, ici, nous sommes dans la santé, réduction de la prévalence des maladies climato-sensibles. Parce que quand on est malade, on ne peut rien faire. Et vous allez voir qu'il arrive une période, tout le monde attrape une grippe, ou bien il y a les grippes saisonnières, ou bien, voilà, tout le monde attrape, beaucoup de personnes attrapent les méningites et tout ça. Alors, il est prévu l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de communication pour la gestion efficace des maladies liées au climat. Et aussi, il y a la promotion de l'assurance sanitaire face aux risques climatiques. Ce sont des mesures qui sont proposées. Certaines ont déjà des projets qui sont mis en place pour être implémentés, mais d'autres sont en cours de mise en œuvre. Vous comprenez? Donc, tout ce qui est là comme mesure, c'est en 2025, lorsque nous allons évaluer notre CDN, qu'on verra qu'est-ce qu'on a pu mettre en œuvre réellement dans ces mesures-là, qu'est-ce qu'on n'a pas pu mettre en œuvre, qu'est-ce qu'il faut faire pour se projeter pour la prochaine CDN. Alors, ici, nous sommes dans le secteur de la foresterie. Donc, ici, on propose comme mesure la promotion des équipements de cuisson et aux technologies à énergie alternative, comme les foyers améliorés, les réchauds à gaz. Voilà. Donc, pouvoir faire la promotion de ces équipements-là pour que nous puissions les utiliser et laisser le bois pour les populations qui utilisent encore le bois de chauffage. La promotion des combustibles alternatifs également. Aujourd'hui, on parle beaucoup du biogaz, mais on est toujours à l'étape pilote. Lorsque vous voulez avoir des données sur le biogaz, on va vous dire telle expérience pilote, telle expérience pilote. Comment on fait maintenant pour passer vraiment à une étape où on produit le biogaz et qu'on l'utilise comme source d'énergie? Alors ici, c'est le littoral. Comment on va faire pour notre littoral? Comme mesure d'adaptation, il est proposé l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'aménagement durable des zones à risque. Il est proposé aussi la promotion des technologies durables adaptées au changement climatique. Et ici aussi, il va falloir penser aussi à des constructions, à des habitations intelligentes qui vont s'adapter au climat lorsqu'il y aura l'élévation du niveau de la mer. Alors, le tourisme, gestion, restauration du patrimoine culturel. Ici, il est prévu l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de protection, de conservation durable et de valorisation des éléments du patrimoine matériel. Parce que il ne faut pas que les changements climatiques viennent apporter tout ce que nous avons comme patrimoine, ou bien. Donc, il faut préserver ces patrimoines-là.
Alors, ici, nous allons parler du renforcement de la recherche sur les espèces autochtones. Ah, ici, c'est les aires protégées. Promouvoir aussi des initiatives privées de reboisement afin de réduire la pression sur les formations forestières. Ici, nous sommes dans le secteur de la foresterie. C'est bon? Il est aussi prévu comme mesure d'adaptation l'appui aux pépiniéristes pour la fourniture d'espèces résilientes au changement climatique. Il y a des projets qui sont actuellement mis en œuvre pour ça. Tout ça, vous allez le retrouver dans la CDN. Tous les projets actuellement en cours, prévus, vous allez retrouver ça dans la CDN lorsque vous allez télécharger et lire. Alors, la partie la plus intéressante pour moi, c'est acte pratique d'adaptation. C'est beau tout ce qu'on vient d'écrire, mais quand on est un citoyen lambda, on se sent parfois détaché de tout ce qu'on vient de dire. Parce qu'on a vu plan, on s'est dit, bon, qu'est-ce que moi je vais faire dans ça? Les acteurs qui doivent contribuer à tout ça, c'est l'État central, c'est les OSC, c'est les médias, c'est le secteur privé, les universités, et c'est nous, citoyens. Donc, ce que l'État central a prévu, c'est ça que je viens de passer rapidement. Les OSC, qu'est-ce qu'on peut faire? Le café environnement, là où nous sommes aujourd'hui. Une très belle initiative. Ou bien, qui lutte contre les changements climatiques. Donc, ça, c'est des initiatives qui doivent être multipliées pour que les OSC se positionnent sur cette thématique-là, informent la population, sensibilisent la population, leur apportent l'information comme nous sommes en train de faire ce matin. Alors, les médias, je pense qu'ils le font déjà, mais on peut mieux faire. Les émissions thématiques sur le changement climatique. Vous voyez, il en existe, mais comment faire pour atteindre beaucoup plus de cibles, beaucoup plus de personnes? Le secteur privé, les universités, tout à l'heure j'ai parlé de technologie climato-sensible. Ça, le secteur privé peut se positionner dessus. On est d'accord, non? Le secteur privé se positionne pour pouvoir proposer des technologies qui sont réfléchies, qui sont adaptées à notre climat aujourd'hui ou qui vont répondre aux projections futures en termes de vulnérabilité du Bénin. Et les universités, tout ce que nous faisons comme mémoire, vous avez dit que vous êtes en cadre de vie, vous êtes en gestion des risques et catastrophes. En quoi le mémoire que vous allez faire à la fin de votre cycle pourra contribuer à la mise en œuvre de notre CDN? Aujourd'hui, vous devez poser cette question-là et ne plus faire des mémoires pour la forme de le faire. Mais mon mémoire doit contribuer, doit s'aligner avec les mesures d'adaptation qui sont proposées. Quelle recherche je fais pour pouvoir contribuer à cela? Nous devons nous poser cette question-là. Donc là, nous retrouvons encore là. Maintenant, en tant que population, citoyen, est-ce que vous pensez que vous subissez déjà l'effet des changements climatiques? Dites-moi. Est-ce que vous pensez que vous subissez déjà l'effet des changements climatiques? Oui? Ok. Donnez-moi des exemples concrets. La chaleur intense. Très bien. Quoi encore? La cherté de la vie. Très bien. Ça, c'est un impact indirect. Oui. La pollution. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait? Ou qu'est-ce que vous pensez faire? Bon, les ambassadeurs du café à un moment ne vont pas parler. Les autres. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme mesure concrète pour limiter tout ça? Pour vous adapter d'abord et pour permettre l'atténuation de tout ça. J'essaie de sensibiliser mon entourage et j'adopte des gestes éco-citoyens pour pouvoir limiter l'impact des changements climatiques. Je suis Latif Oloudé. En tant que jeune engagé, nous menons des activités sur le campus, des campagnes de sensibilisation, des campagnes de salubrité, des dialogues entre étudiants sur le campus pour expliquer les thématiques de changement climatique et notre position en tant qu'étudiant à l'université d'Abomey-Calavi pour amener les autres étudiants comme nous à s'hisser dans la lutte contre les changements, la pollution. Ok, donc pour finir, je dirais que au regard de son appartenance au groupe des pays en développement, de son contexte environnemental et de ses objectifs de développement, l'adaptation demeure pour la République du Bénin la priorité en matière de réponse au changement climatique, quoiqu'elle adhère inconditionnellement à l'effort mondial orienté vers la stratégie d'atténuation. Alors, au quotidien, il va falloir privilégier les transports moins polluants. Il va falloir manger moins de viande, plus de légumes et consommer local, comme on le fait au café environnement.
Il va falloir réduire ces déchets, réutiliser les objets et les recycler au quotidien. Ça, c'est ce que chacun de nous peut faire. On est d'accord? Réduire ces déchets. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous posez un acte. Même quand vous organisez une fête, vous devez penser à comment je fais pour réduire les déchets que je vais produire. Et réduire sa consommation d'électricité. Pour ceux qui laissent les lumières allumées à la maison, là. Ce n'est pas qu'une question de facture élevée. D'accord? C'est une question de réponse au changement climatique. Je vous remercie. On ovationne très très fort pour dire un grand merci à notre experte. Pour le panel maintenant, je vais inviter Dr Martial Amou. Merci de le recevoir. Et on reçoit à nouveau Madame Azéou Topo pour le panel. Le panel nous aide à aller un petit peu plus loin parce que Marianne nous a permis d'entrer dans le vif du sujet. Elle a introduit le sujet. Et je voudrais demander à Dr Amou, vous êtes expert en changement climatique. Qu'est-ce que ça implique réellement? Merci pour la question. L'expertise en changement climatique, ce que ça implique. Alors, il faut commencer par dire, il faut avoir le background. L'expertise commence par le background. C'est-à-dire, il faut avoir la formation nécessaire pour pouvoir aboutir au niveau d'expertise. On étudie quoi pour en arriver là? Alors, principalement dans mon cas, j'ai eu la chance de faire une formation pointue sur les changements climatiques. Après une licence en agroéconomie au Bénin à l'UAC, j'ai trouvé une bourse des Allemands. Vous allez voir Wascal ici. C'est un programme financé par les Allemands qui est dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont la filière qui est au Bénin, c'est les changements climatiques et l'eau. Donc il y en a aussi dans d'autres pays. Donc j'ai eu la chance d'avoir la bourse là. Et ça m'a permis d'étudier uniquement les changements climatiques et sécurité humaine, disons à peu près tous les domaines des changements climatiques, ce que j'ai fait pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai eu une autre bourse pour mon doctorat pendant 4 ans, où j'ai fait également changement climatique et agrométéorologie. Donc, du master au doctorat, c'est purement changement climatique. Quand vous réveillez, c'est changement climatique. Quand vous couchez, c'est changement climatique. Ouais. Depuis, disons, fin 2013 jusqu'à présent, c'est rien que changement climatique. J'ai demandé parce que je voulais en venir à notre thème du jour. Comment minimiser les impacts de la variabilité et des changements climatiques sur les activités humaines? Et je souhaite qu'on soit terre à terre, c'est vrai, mais le plus pratique possible. Vous, docteur Amou, à quoi ressemble votre journée en mode je minimise les impacts de la variabilité des changements climatiques? En tant qu'expert déjà, comment ça se passe? Alors, il faut dire que, étant dans le domaine, que ce soit dans le milieu scientifique ou dans le milieu d'expertise sur les projets, nous contribuons déjà à la lutte contre les changements climatiques parce qu'on ne peut pas lutter contre un phénomène sans connaître le phénomène. Et donc, il faut avoir la connaissance, il faut avoir le savoir. Moi, je suis du côté de la production du savoir, de la prestation intellectuelle. Il faut connaître ce que c'est que le climat, comment ça fonctionne, comment ça affecte les gens et comment il faut s'adapter. Et donc, tout ça, c'est du côté du savoir. Et d'ailleurs, ce que nous faisons ici, en parlant, en sensibilisant, tout ça relève du savoir. Et donc, si nous prenons le groupe, le GIEC, le groupe des experts sur l'évolution du climat au niveau international, ils ont 3 groupes. Le premier groupe, c'est d'abord comprendre le système climatique. On ne peut rien faire, adaptation et changement climatique, oui. Là, ce sont les réponses. C'est ce que nous faisons pour répondre à la problématique des changements climatiques. Mais avant d'arriver à la réponse, il faut connaître le problème. Et donc, c'est par là on passe. Il y a toute une science qui est derrière. Et donc, il faut avoir le savoir nécessaire pour pouvoir lutter contre les changements climatiques. Et donc, ma manière, c'est d'apporter le savoir nécessaire, d'expliquer comment le phénomène se passe pour qu'ensemble, nous puissions poser des actes et lutter contre le phénomène. Là, vous m'avez répondu au plan professionnel. Oui. Moi, je m'intéresse à votre mode de vie.
Madame Azéoun tout à l'heure a parlé de l'impact au niveau de l'énergie. Les changements climatiques font qu'on peut avoir des coupures d'électricité parce que le niveau doit baisser au niveau des barrages et tout ça. Vous, quand on est dans cette phase-là et qu'on coupe l'électricité, comment l'expert que vous êtes arrive à minimiser l'impact dans son quotidien? On a dit il faut moins manger de la viande. Et j'ai vu tous les musulmans de la salle, Sakina en chef, dire comment on peut minimiser la consommation de la viande. Quand la tabaski vient, vous n'êtes pas musulman? Non. Voilà, quand la tabaski vient et que vos amis musulmans ramènent de la viande, comment vous réagissez? Donc là, je donne 2 exemples pratiques et je veux savoir comment vous minimisez au quotidien. Alors, en termes de gestes pratiques pour minimiser les changements climatiques à mon niveau personnel, Oui. je vais prendre le côté de la viande que vous dites, c'est du côté de l'atténuation. Parce que la viande, l'élevage des bœufs, tout ça produit du méthane. Et donc, en minimisant ou bien en réduisant la consommation de la viande, ça va réduire l'élevage des bœufs et ça va réduire la production du méthane. Alors personnellement, moi je mange de la viande, mais j'essaie d'être modéré. Donc je mange très peu de viande, d'abord pour ma santé, et donc du coup ça répond également à l'atténuation. Ça c'est ce qui concerne la viande. Maintenant sur le côté d'autres pans, d'autres aspects d'atténuation, je prends le côté d'électricité. Alors, l'électricité aujourd'hui, il faut aller vers les énergies renouvelables, des panneaux solaires. J'ai acheté des panneaux solaires que j'ai envoyés à mes gens au village. C'est un geste qui contribue également à l'atténuation des changements climatiques. Les ampoules que j'utilise dans ma maison, ce sont des ampoules LED. C'est des ampoules, en tout cas, j'essaie quand même d'acheter des choses qui consomment moins de courant. Et donc, tout ça participe d'une manière ou d'une autre à l'atténuation. Et à l'adaptation, je pense qu'autant que nous faisons de petits gestes qui sont quand même de l'adaptation. Même ici où s'il y a de la chaleur et tout le monde se gère d'une manière ou d'une autre pour contenir la chaleur, eh bien c'est de l'adaptation. L'adaptation, ça veut dire que vous faites avec le problème. Vous essayez de vous ajuster pour faire avec. Et donc, autant que nous sommes dans tous les domaines, quand l'inondation vient, quand c'est la sécheresse, quand c'est de fortes chaleurs, nous essayons de faire de petits efforts pour essayer de nous ajuster. Je pense que dans les débats, on ira plus dans les détails. Merci beaucoup, docteur Amou. Je vais maintenant m'adresser à Marianne. Une chose qui m'a beaucoup intéressée au cours de la présentation, ça a été l'appel à l'action au niveau des ambassadeurs du Café Environnement. Dire, vous êtes étudiant en gestion des risques et catastrophes ou changement climatique et tout ça. Vos mémoires, ça va parler de quoi? Quelles sont les recommandations qu'on pourrait leur faire? Quels sont les pans sur lesquels ils pourraient travailler pour que ça soit pratique et utile? Alors, en termes de recherche, il y a tellement à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je pense que chacun, en fonction de son background, en fonction de là où il vient, parce que si c'est le master, par exemple, on a des origines diverses. Moi, par exemple, je suis expert en eau et assainissement. Et dans l'atténuation, je suis expert inventaire des gaz à effet de serre dans le secteur des déchets. C'est bien précis. Et là, je suis en thèse et je travaille également sur ces inventaires de gaz à effet de serre-là. Comment nous pouvons améliorer la manière dont nous calculons nos inventaires de gaz à effet de serre pour que ça soit transparent, pour que ça soit réel, c'est-à-dire que ça s'approche le plus de notre réalité. Donc, c'est à vous de voir, en fonction de votre secteur d'activité, de notre CDN, de notre PNA, quelles sont les recherches qui sont proposées dedans. Est-ce que je peux aller sur la recherche concernant les espèces résilientes au climat, si je suis par exemple dans l'agriculture, vous voyez un peu. Si c'est quoi une espèce résiliente au climat? Pour qu'on reste dans le terre à terre. Voilà, une espèce résiliente au climat, par exemple, c'est par exemple une variété qui résiste, c'est-à-dire qui fait moins, par exemple, de mois pour pouvoir sortir. C'est-à-dire avant, par exemple, si la période de pluie, c'est sur 5 mois, pour que l'espèce puisse sortir,
à 5 mois de plus, avoir 5 mois de plus pour pouvoir donner. Aujourd'hui, peut-être qu'on a plus 5 mois de plus, si on a 3 mois de plus. Quelle espèce va résister, c'est-à-dire... Quand nous parlons d'espèces, c'est peut-être de la tomate, c'est peut-être du Oui, c'est bonbon, peut-être de la tomate, voilà. ça peut être de la tomate, de le niébé, le maïs et tout ça. Donc, les agronomes vont aller dans les recherches dans ce sens-là. Vous voyez un peu. Maintenant, d'autres agronomes qui sont spécialistes, eux peut-être des poissons et autres, vont aller aussi parce que quand il fait chaud, par exemple, il fait très chaud, les poissons fuient leur habitat naturel. Vous voyez, ils migrent. Voilà. Si cette période de sécheresse dure pendant très longtemps, ça peut entraîner la disparition de ces espèces-là. Comment on fait? Quelles sont les espèces qui peuvent durer, s'adapter dans notre climat actuel? Donc, il y a des recherches. C'est vrai qu'il y a des recherches qui ont déjà commencé, mais c'est comment nous, on travaille à continuer sur ces pans-là. Et si vous êtes intéressé par le secteur des déchets, par exemple, vous allez venir chez moi, avec moi, et nous allons travailler. Il y a tellement de choses à faire aussi dans le secteur des déchets, parce que ce qui émet dans le secteur des déchets, par exemple, comme on l'a dit, c'est les décharges. D'accord? Il y a les décharges, mais il y a l'incinération et le brûlage à l'air libre des déchets aussi qui émet beaucoup. Vous voyez? Et il y a le traitement des eaux usées aussi qui émet. Vous voyez, les ouvrages. Quels sont les ouvrages qui seront adaptés, qui vont émettre moins de CH4 et autres? Donc voilà autant de champs qu'on peut prospecter. Comment est-ce qu'un individu lambda, et peut-être pour que ça soit plus clair pour les ambassadeurs du Café Environnement, Sakinatou, elle est musulmane, elle est étudiante, elle est jeune. On va dire un jour de Tabaski. Comment est-ce que Sakinatou, ce jour-là, peut évaluer un petit peu ses émissions? C'est vrai qu'il y a des outils, sans être experte et tout ça. Comment est-ce qu'elle peut faire le point à peu près de ce qu'elle émet elle-même en tant qu'amoureuse de la bonne viande? Bon. On peut généraliser. Je pose la question pour que chacun de nous, en partant d'ici, dans ait son une quotidien, ait une idée de ce qu'il crée comme impact personnellement. Bon, donc je vais aller alors sur les déchets, parce que là, c'est on va laisser Sakinatou avec sa viande. Oui, on va laisser Sakinatou avec sa viande, parce que là, ça, c'est le secteur de l'agriculture. Je vais aller pratico-pratique avec les déchets pour qu'on comprenne. Comme on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit qu'au niveau des décharges, là où tous nos déchets sont convoyés, il y a émission de méthane. Vous voyez? L'atténuation voudrait qu'on réduise ces émissions-là. C'est-à-dire si le Bénin produit par exemple 5 gigagrammes de déchets en 2024, nous devons avoir des comportements responsables pour qu'en 2025, on vienne à 4,5, on vienne à 3 et tout ça. Le comportement responsable pour le citoyen lambda, c'est comment je fais pour produire moins de déchets chez moi. Vous comprenez? Comment je fais pour produire moins de déchets déjà chez moi à la maison? Surtout les déchets qui ne sont pas recyclables. Vous voyez un peu? Donc, c'est en pensant à ça au quotidien que je respecte en fait, ou bien je contribue à l'atténuation des gaz à effet de serre. Comme Inès l'a dit tout à l'heure dehors, ils n'utilisent pas pour le café, ils utilisent les tasses. Sinon, chaque café environnement aurait produit quoi? Des plastiques. Vous voyez? Ouais. Et ces plastiques-là, in fine, vont se retrouver où? Dans la décharge. Donc, au quotidien, on peut dire que le café environnement, en décidant d'utiliser les tasses, contribue à l'atténuation des gaz à effet de serre, notamment le méthane qui sera produit sur la décharge de Tacon. Parce que le café environnement est fait dans la zone de Calavi et autres. Donc, les déchets qui sont ici sont les déchets qui vont se retrouver dans la décharge de Tacon. Donc, voilà un exemple palpable que je peux donner. C'est bien l'exemple donné à la fin. Et à l'adresse du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, il faudra comptabiliser les efforts du café environnement en ce sens. Parce que oui, on contribue aussi à réduire. Docteur Amou, je reviens à vous. On parle de changement climatique, on parle de comment on peut minimiser les impacts. Et vous nous avez expliqué un petit peu comment est-ce que vous travaillez. Est-ce que le paysan se retrouve dans tout ce que nous disons? Et comment on fait pour que le paysan, et quand je dis paysan, c'est juste un exemple, pour que la maman qui vend de la bouillie dans Tokpa ou dans le quartier, ces personnes qui subissent comme nous
les affres des changements climatiques comprennent que c'est l'affaire de tout le monde. Alors, je vais revenir un peu dans le sujet, c'est-à-dire le thème qui est minimiser les impacts des changements climatiques. D'abord, il faut dire que c'est un thème qui est beaucoup plus adaptation, même si on peut aborder l'atténuation à l'intérieur, c'est beaucoup plus l'adaptation. Alors, avant de venir à votre question, je disais tantôt qu'il faut connaître comment le phénomène se passe, c'est quoi la variabilité, les changements climatiques, les impacts, comment ces impacts se manifestent et comment il faut s'adapter. C'est dans la maîtrise du problème qu'on va trouver des actions, des mesures pour pouvoir contrecarrer le mal. Et donc, pour que quelqu'un lambda, un individu lambda, arrive vraiment à prendre conscience du problème, du danger, et à savoir quelles mesures prendre, quelle action prendre pour vraiment s'en sortir, c'est pourquoi c'est le devoir de nous tous, surtout nous qui sommes dans le milieu intellectuel, d'essayer de comprendre et d'expliquer aux gens. Et donc je ne sais pas si vous avez assez de temps. Elle a abordé beaucoup de choses dans sa présentation. Si vous le permettez, je vais revenir sur certains points. Avec des exemples et montrer comment des effets des changements climatiques, on peut voir là où il faut agir en termes de réponse, en termes de mesures d'adaptation de façon pratique. Et donc c'est à cela que nous invitons tout le monde. C'est déjà bon de savoir que tout le monde, tous ceux qui sont ici, c'est des sachants, ils sont dans le domaine des changements climatiques. Mais c'est toujours important de comprendre les choses de façon terre à terre et de façon très simple, où on n'a même pas besoin de garder, de bûcher. Vous comprenez ça, vous comprenez. Et ça permet également, ça joue un grand rôle dans la réponse à apporter. Alors, pour comprendre, je vais commencer par les changements climatiques. Pour comprendre les changements climatiques, il faut comprendre d'abord le climat. Il faut comprendre ce qu'on appelle climat. Malheureusement, pour comprendre aussi le climat, il faut au moins connaître ce qu'on appelle le temps. Le temps. On va commencer par là. Le temps. Le temps, c'est de la météo. Ce que la météo fait là, c'est ça qu'on appelle le temps. Par exemple. Donc quand vous dites le temps, ce n'est pas la montre. Non, ce n'est pas la montre. Le temps, c'est la condition atmosphérique à un moment donné, dans un lieu donné. Donc si je dis il fait chaud ici, ça c'est le temps ça. Quel temps il fait actuellement? Il fait chaud, il fait frais, il fait du vent, il pleut. Ça c'est le temps. Ça c'est le temps. Maintenant, pour passer du temps au climat, quand on observe, par exemple, nous sommes en juin maintenant et il pleut beaucoup, n'est-ce pas? Je suis sûr, si on demande à tout le monde, est-ce que vous savez, ou bien, est-ce qu'en juin, souvent au Bénin, il pleut? Tout le monde va dire oui. Et comment vous le savez? Comment vous savez que le juin prochain, 2025 ou 2000, je ne sais pas, qu'il va pleuvoir? Alors on le sait parce qu'on a observé le temps sur une longue durée, scientifiquement au moins sur 30 ans, c'est-à-dire les gens ont observé qu'en juin, il a plu aujourd'hui, il a plu, l'année prochaine, il a plu. Sur 30 ans comme ça, et ils ont établi qu'en juin, la tendance c'est qu'en juin, il pleut. Et c'est là, nous sommes arrivés sur le climat. Donc le climat, c'est la tendance sur une longue durée dans une région donnée. Donc quand vous prenez une région donnée, pour pouvoir dire à Calavi, là, en décembre, il n'y a pas de pluie. C'est après avoir observé le temps sur de longues durées et on établit au minimum 30 ans. Ouais, au minimum 30 ans. Et on établit que, bon voilà, à Calavi, vous pouvez dire sans vous tromper qu'en tel mois, bien à tel lieu, il pleut, il fait chaud, il fait ci, il fait ça. Et c'est ça qui est le climat. Maintenant, si dans les années à venir, d'ailleurs ça a déjà commencé, c'est pour ça que nous parlons des changements climatiques. Si on vous dit que par exemple, je ne sais pas, 60 ans passés, il ne pleuvait pas, ou bien il ne pleuvait pas en juin, vous n'allez pas croire peut-être. Voilà. Les changements climatiques, c'est quand on observe une modification durable de ce climat que nous connaissons.
C'est-à-dire les saisons qu'on connaît, la grande saison des pluies commence mi-mars, tout ça, ça va en juin, ainsi de suite. Est-ce que c'est toujours comme ça? Vous allez voir que les choses se déplacent. On n'arrive plus à distinguer les saisons. Au point où, si vous voulez être honnête, si on vous demande, voilà, la saison des pluies au Bénin, vous allez tâtonner un peu. Vous allez tâtonner un peu avant de dire la saison des pluies, la saison sèche. Parce que tout ça se mélange. Ça veut dire que le climat qu'on connaît là n'est plus ce qu'on connaît. Et on a observé ça depuis plusieurs années. Ça fait au moins 30 ans. Je parle encore de 30 ans d'observation de notre climat, ce qu'on connaît là. Et on a vu que ce n'était pas comme ça avant. Et donc c'est là, on a commencé par parler de changement climatique. Bon bref, elle a parlé de variabilité aussi. Variabilité, ça c'est fluctuation naturelle. Aujourd'hui, nous sommes en juin bien sûr, mais il pleut, il ne pleut pas. Ou bien le juin passé, la pluie, la hauteur pluviométrique n'était pas assez. Le juin de cette année, il a plu plus. Tout ça, c'est la variation. C'est la fluctuation naturelle, c'est normal. Donc, c'est quand ce n'est plus normal, cette variation, cette fluctuation devient plus grande. Et c'est d'ailleurs ça qui nous amène des extrêmes climatiques, les inondations, les sécheresses, ainsi de suite. Et donc, nous rentrons dans les changements climatiques. Maintenant, quand nous avons les changements climatiques, ou bien un aléa climatique comme la sécheresse, l'inondation, la montée des eaux, tout ce qu'elle a cité là, on passe maintenant aux impacts. Ça nous impacte. Ça nous impacte comment? Elle a donné des exemples dans le domaine de l'agriculture. Quand nous prenons l'agriculture, elle a donné l'exemple de l'aléa sécheresse, aléa climatique sécheresse, qui affecte l'agriculture. Comment? Je crois qu'elle a aussi expliqué. Quand on parle de sécheresse, on parle de déficit d'eau et donc qui amène des stress hydriques au niveau des cultures. Donc les cultures ne trouvent plus assez d'eau, ils vont souffrir de stress hydrique et donc finalement le rendement va baisser. Donc l'impact, on peut citer directement comme impact à l'arrivée de la sécheresse sur l'agriculture, baisse des rendements. Maintenant, qu'est-ce qui a amené l'impact là? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que le champ ou bien l'agriculture ou l'activité là s'est laissé impacter par l'aléa climatique, c'est-à-dire la sécheresse? Et c'est là que nous allons aborder, je vais aborder rapidement la notion de la vulnérabilité. Elle en a parlé également. Alors, la notion de vulnérabilité, pour être affecté, il faut être vulnérable à la chose. Pour être affecté par la sécheresse, il faut être vulnérable. La vulnérabilité a 3 composantes. L'exposition, la sensibilité et la capacité d'adaptation ou la capacité d'adaptabilité. Et donc, c'est quand ces 3 conditions-là se réunissent qu'on parle de vulnérabilité. Précisément, il s'agit de quoi? Je prends le cas de l'exposition. On a parlé de sécheresse, d'inondation et tout ça. Mais si vous n'êtes pas exposé au danger, à l'aléa qui est la sécheresse, vous ne serez pas impacté. Donc déjà, un critère pour dire qu'on est impacté, on est affecté par la sécheresse, il faut se trouver quelque part où il y a la sécheresse. Il faut s'exposer à la sécheresse, il faut avoir le contact avec la sécheresse. Et donc quand nous prenons l'agriculture, qui se fait dans une zone aride, dans une zone où l'humidité du sol est très faible, par exemple au nord ou bien même au sud, dans une zone aride, eh bien, vous êtes exposé à la sécheresse. C'est que vous êtes dans son champ, quelque part un endroit qui est déjà sec, qui ne bénéficie pas d'assez d'eau, et vous faites votre agriculture là-bas, c'est que vous êtes allé dans le champ de la sécheresse. Ça, c'est l'exposition. Vous êtes exposé au phénomène. Maintenant, nous allons venir à la sensibilité. Vous pouvez être exposé et ne pas être sensible à l'aléa. La sensibilité, c'est quoi? Si nous restons toujours dans le cadre de l'agriculture,
vous pouvez être exposé, vous êtes exposé à l'aléa. Mais si par exemple la culture que vous mettez en place, que vous cultivez, n'a pas besoin d'eau. On a déjà parlé, la sécheresse est là. Vous êtes installé dans son champ pour cultiver. Vous êtes quelque part où la sécheresse sévit. Pour cultiver, ça veut dire que vous êtes exposé. Maintenant, vous pouvez cultiver quelque chose qui s'en fout de la sécheresse. Je donne un exemple, il y a des cultures qui ont besoin de peu d'eau. Le sorgho, le mil, vous allez voir, c'est des cultures qu'on cultive au nord. Voilà, c'est des cultures qui ont besoin de peu d'eau. Donc, si les gens crient même sécheresse, et qu'il y a un peu d'eau nécessaire pour le sorgho, pour le mil, et que vous mettez le mil, eh bien, vous êtes exposé à l'aléa, mais vous n'êtes pas sensible. Votre culture n'est pas sensible à l'aléa. C'est-à-dire donc que quand on se retrouve dans un cas où on est sensible, on passe à la troisième étape où on va voir si on arrive à s'adapter ou pas. Exactement. Donc, la troisième composante, c'est la capacité d'adaptation ou la capacité d'adaptabilité. Adaptabilité, c'est capacité potentielle de s'adapter. Alors, quand vous êtes exposé, vous êtes sensible, vous pouvez toujours vous en sortir si vous avez assez de capacité d'adaptation ou d'adaptabilité. C'est-à-dire quoi? Vous mettez du maïs qui est gourmand en eau, qui a besoin d'eau. Vous êtes dans un milieu sèche, vous êtes exposé, mais vous avez la capacité de faire un système d'irrigation, de donner de l'eau. Vous avez assez de moyens pour faire ce que vous voulez. C'est que le maïs a besoin de l'eau, il ne pleut pas, mais vous avez les moyens de donner de l'eau à votre maïs. Ça veut dire que vous avez votre capacité assez élevée pour vraiment contrer l'aléa. Et donc, c'est les trois conditions-là, on voit. Si l'exposition est élevée, la sensibilité aussi est élevée, et que votre capacité d'adaptation est faible, eh bien, vous êtes très vulnérable. Et donc, c'est comme, je vais dire, la formule, c'est l'exposition multipliée par la sensibilité et divisée par la capacité d'adaptation. Donc, quand la capacité d'adaptation qui est en bas, quand c'est élevé, la vulnérabilité est faible. Donc, quand votre capacité d'adaptabilité est faible, eh bien, la vulnérabilité est élevée. Et donc, ce sont ces éléments-là, on voit, puisque nous allons vers l'adaptation, c'est-à-dire ce qu'on va apporter comme action. Et donc, connaissant déjà les composants de ce qui va nous affaiblir, on pourrait agir de façon pointue sur chaque élément. Le Café Environnement est partenaire avec l'Association des scolaires et étudiants handicapés du Bénin. Et c'est notre façon à nous d'aborder l'aspect inclusion. Et évidemment, ces personnes qui vivent avec un handicap ont aussi des problèmes particuliers en termes d'adaptation au changement climatique, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes facilités ou les mêmes défis face au changement climatique. Donc, nous sommes très heureux de les avoir avec nous aujourd'hui sur le Café Environnement. Docteur Amou, vous avez dit que vous avez étudié en Allemagne. Vous parlez allemand? Non, je n'ai pas étudié en Allemagne. C'est vrai, je vais en Allemagne aussi, mais je n'ai pas étudié là-bas. Le programme est basé en Afrique. D'accord. Après, j'ai fait ma thèse en Chine. Donc, vous parlez chinois? Un peu. Le programme est en anglais. Je parle anglais, je parle un peu chinois. Bon, allemand, pas trop. Je voulais qu'on lui pose des questions en allemand ou en chinois, mais il ne parle aucune des deux langues. Sans transition, on va prendre vos questions pour que nos panélistes puissent vous répondre. On va prendre deux questions par rangée. Bonjour à tous et merci pour la parole accordée. Ma première question, c'est de savoir à partir de quelle année on a commencé par parler de changement climatique au Bénin. On a commencé par ressentir les effets du changement climatique au Bénin. La deuxième question, c'est de savoir quel jugement critique on peut porter sur le financement des intrants chimiques par le gouvernement béninois et l'usage en agriculture. D'accord, merci. Deuxième intervention par ici. C'est Lavani Karimat. Tout à l'heure, madame a parlé de l'énergie et elle a parlé de la coupure d'électricité. Et chaque fois quand il pleut, moi j'ai envie de prendre l'eau, tout ce qui tombe du ciel là,
et de mettre ça quelque part pour que plus tard, on puisse utiliser ça pour nos cours d'eau qui nous servent pour l'électricité. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un programme pour ça ou bien comment faire pour emmagasiner toutes ces eaux? Parce que j'ai appris qu'au Burkina, quand il pleut, il n'y a même pas une seule goutte qui sort. Ils ont eu un système pour emmagasiner tout. Est-ce que nous avons un truc pareil au Bénin? Je voudrais savoir. Merci. Merci pour votre question. Bien. Docteur Amou. On considère, disons de 1950 ou même avant, jusqu'à en 90, comme la référence où le climat est normal. Et on voit la suite, on voit les changements dans la suite. Je pense que j'ai vu tout à l'heure là, il y a un professeur, le professeur Boko, qui a travaillé sur le climat, les changements climatiques. Au Bénin, j'ai vu un de ses articles qui date de 92. Et déjà en 92, il parlait de l'événement là au Bénin. Et donc, je pense que ça doit faire partie des documents, les recherches les plus vraiment anciennes en matière de changement climatique au Bénin. Et docteur Amou, si vous ne pouvez pas situer avec précision aujourd'hui le début des changements climatiques au Bénin, peut-être que ça peut être, comme le demandait Marianne, ça peut être une piste de recherche pour les étudiants, se pencher sur cette question-là où ça n'a pas d'intérêt. Pour le moment, il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont faits déjà pour déterminer les changements climatiques, comme ça se fait sur une période donnée, en fonction de la disponibilité des données climatiques. Donc chaque chercheur essaie d'avoir des données sur une longue période donnée, ça peut être 20 ans, 30 ans, 60 ans, et dès qu'on voit la tendance, on peut déjà conclure qu'il y a les changements climatiques, mais ça ne suffit pas à cette personne-là qui a utilisé des données de telle année à telle année, de conclure que c'est à partir de son année-là que les changements climatiques ont commencé. Et donc c'est pareil pour quelqu'un d'autre qui a décalé un peu d'un an. Ça ne suffit pas aussi de dire, donc c'est pas intéressant, c'est pas nécessaire de trouver exactement l'année et dire c'est en telle année que ça a commencé, puisque c'est un phénomène plus il faut ou une moins, période de temps, il faut une période juste pour une constater année. ça. On ne peut pas constater le changement du climat cette année. Donc il faut une période, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est recommandé de l'étudier sur 30 ans. Et c'est la tendance qui permet de conclure. Sa deuxième préoccupation, c'était les intrants chimiques. Comment est-ce qu'on peut apprécier? Regard critique, je pense que la question des intrants, ce qu'on sait dans le milieu des changements climatiques, c'est que les intrants chimiques produisent des gaz à effet de serre, comme l'oxyde nitreux et d'autres gaz. Et donc, moins on en utilise, mieux c'est. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on peut dire. Donc, je pense que l'effort national ou au niveau individuel, c'est de minimiser l'utilisation des engrais chimiques pour aller vers les engrais organiques. Et donc, c'est un chemin. Et au fur et à mesure, avec le temps, je pense que de façon au niveau individuel qu'au niveau national, nous allons parvenir à réduire l'utilisation des engrais chimiques. Après ça, il y a la question de Madame Lawani. Voilà, par rapport à l'eau. Effectivement, je pense que actuellement, il y a un projet. J'ai participé aux travaux de préparation, de conception de la note conceptuelle, l'élaboration des notes conceptuelles de 3 projets au niveau du FUNEC. Et on est allé au centre, à Dassa, au nord, tout ça. Et c'était pour construire des retenues d'eau. Ce que vous avez évoqué, qui se passe au Burkina, c'est la construction des retenues d'eau qui sont utilisées à des fins agricoles ou bien à d'autres fins. Et donc, on essaie de trouver quelque part là où il y a un bassin, là où on peut aménager, on aménage et on permet à tous les eaux qui descendent de ce milieu-là, de se regrouper là, et on aménage ça correctement. On essaie de voir comment ça va fonctionner, de faire la réglementation autour de ça, organiser les paysans sur ça, comment chaque paysan va utiliser, si c'est à vendre et tout ça. Et donc, c'est des périmètres
hydro-agricoles ou des retenues d'eau aménagées à des fins d'hiver. On permet aussi aux éleveurs de passer à tel moment, ainsi de suite. Et c'est bon que le Bénin s'en C'est ce que le Burkina fait. Et donc, c'est pour vous dire que les gens ont déjà l'idée. Il y en a, c'est vrai, malheureusement, beaucoup de retenues d'eau qui existaient pour que d'autres projets ont contribué à faire au Bénin. Beaucoup ne fonctionnent plus. Donc, ça a fait que même dans ce que j'ai dit là, on a tenu compte de ça, du fait qu'il y en avait et qui n'a pas fonctionné pour que dans le financement, jusque-là, c'est au niveau de la note conceptuelle et ça va aller au niveau du Fonds vert pour le climat. Ils vont étudier, peut-être après des années, le financement va arriver. Je suis Dosugoko Emmanuela. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des structures qui se chargent de l'agriculture durable à Cotonou, plus précisément à Kwakwa? Si je veux par exemple me former ou faire un stage en m'intéressant à l'agriculture, est-ce qu'il y en a à Cotonou, à Kwakwa? Moi, je réponds au nom de Achikure Coralie. Ma préoccupation est celle-ci. Quelle est l'action et les sanctions du gouvernement dans la gestion des déchets? Puisqu'on constate que malgré les actions qu'il mène, il y a souvent dans certaines zones la divagation des déchets qui constituent des impacts sur l'environnement. Okay. Moi, c'est Pierrette Atakle. Ma question concerne les mesures d'atténuation où monsieur a parlé de la viande, qui consomme moins de viande juste parce que c'est bon pour la santé et ça contribue aussi une mesure d'atténuation. Mais il y a une partie où madame avait parlé de recherche sur les espèces, modifier les espèces afin que nous ayons des espèces qui puissent résister aux aléas. Maintenant, ma question c'est, on sait tous que les espèces modifiées sont vraiment pas bon pour l'organisme, donc c'est pas vraiment sain. Mais est-ce qu'il faut consommer ces espèces-là juste parce que ça contribue à l'environnement et sans oublier notre santé, bien sûr? Bonjour à tous, je réponds au nom de Princesse Tomengo. Ok, déjà ma première question, c'était de savoir, nous avons par exemple les combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole, le gaz, et nous avions tous besoin de ça. Donc, est-ce que nous allons vraiment regarder que ceci contribue au changement climatique pour arrêter de les utiliser? En quoi est-ce que la mesure d'atténuation prise par rapport à ces derniers sont-ils vraiment utiles et nécessaires? Ma deuxième question est de savoir, le changement est perpétuel. Donc, au niveau du climat, les données peuvent varier. Donc, est-ce que les mesures d'atténuation et d'adaptation prises aujourd'hui sont valables à la longue? Ma troisième question, c'était de savoir, nous avions la sécheresse, les pénuries d'eau, l'élévation du niveau de la mer. Tout ça, ce sont des désastres naturels qui impactent le changement climatique. Donc, ce que je me demande, ça, c'est la nature, c'est l'environnement. Allons-nous aller contre l'environnement? Comment est-ce que nous allons faire pour que ces désastres naturels soient atténués ou, comment faire pour remédier, pour réduire les impacts de ces désastres sur le changement climatique? Alors, je vais répondre, pas dans l'ordre, mais je vais partir sur la question sur les déchets. Alors, il existe des lois, c'est vrai. Et comme tu l'as dit, on remarque toujours qu'il y a des comportements non responsables. Et quelles sont les sanctions qui sont prévues? Il y a des sanctions qui sont prévues, mais pour que la sanction puisse s'appliquer, il faut que la personne soit prise, comment on dit, en flagrant délit, ou bien que des personnes dénoncent qu'il y a telle ou telle situation. Tu vois un peu. Donc, ta question nous ramène à notre responsabilité individuelle. Parce qu'avec la société de gestion de déchets qui est créée, vous voyez un peu l'amélioration qu'on a eue au niveau de la gestion des déchets dans Cotonou. Vous voyez, quand vous allez au niveau de Tokpa, est-ce que vous voyez encore des déchets au bord de la berge lagunaire? Tout a été enlevé, vous voyez. Donc, quand les efforts sont faits par le gouvernement, même s'il y a les lois existent et tout ça, la responsabilité individuelle est très importante pour pouvoir accompagner ces mesures-là. Et au niveau de la responsabilité
individuel, c'est que moi, en tant qu'individu, qui jette les déchets, qui continue de jeter les déchets dans les rues, qu'est-ce que le gouvernement va venir faire pour moi? Il faut qu'un changement de comportement au niveau individuel s'effectue pour pouvoir accompagner toutes ces mesures-là. Donc, ta question nous ramène à la question de la responsabilité de chaque individu pour accompagner tout ce qui est mis en place comme politique dans la gestion des déchets. Je pense que la première question, c'est de trouver une structure d'agriculture durable. Bon, mais préciser à quoi tout ça, bon, c'est un peu difficile à dire. D'abord, il faut s'orienter vers les ONG, vers des structures d'État, et ça dépend de quel aspect de l'agriculture durable vous voulez aborder. Si c'est l'agroforesterie, qui a par exemple un aspect foresterie, la direction générale des eaux et forêts se trouve à Papa. Voilà, et donc c'est pour dire, il y a aussi d'autres ONG qui travaillent sur ces questions. Donc, à vous de définir un peu ce que vous voulez exactement. Allez sur des sites pour voir la liste des ONG, leur domaine d'intervention, ainsi de suite. Mais on peut déjà vous recommander les Jardins de l'Espoir. C'est une association de plusieurs, comment on va dire ça, de plusieurs producteurs qui se donnent la rigueur quand même de mettre l'écologie au cœur de tout le process de production. Donc les Jardins de l'Espoir, ça peut être une piste. Alors, donc pour conclure, je pense que c'est important effectivement les mesures d'adaptation. C'est l'adaptation, comme elle a dit, ma collègue a dit dans sa communication, qui est prioritaire pour nous, les pays en développement, le Bénin ici, c'est l'adaptation. Pourquoi? Parce que les effets sont déjà là. Les effets des changements climatiques, on les vit déjà. Et même si on arrête de polluer tout ce qu'on a dit pour l'atténuation, si tout le monde, on fait tout, on ne pollue plus aujourd'hui, on va continuer à souffrir des changements climatiques sur plusieurs années à cause de la quantité de gaz qui est déjà allée en haut. Et donc du coup, on est obligé de s'adapter pour survivre. Parce qu'il faut vivre pour dire, bon, je vais essayer de réduire les émissions de gaz. Donc pour le moment, faisons les actions d'adaptation pour pouvoir vivre d'abord et penser également à l'atténuation qui est pour le futur. C'est vrai, on a besoin, le futur c'est toujours, on a besoin de sécuriser le futur, mais il faut être vivant aujourd'hui pour sécuriser le futur. Voilà ce que je peux Merci dire. beaucoup, Dr Amou. Qu'on ovationne très fort, s'il vous plaît. Ok, Marianne? merci. En termes de conclusion, je dirais que la CDN, le PNA sont des documents qui ont des échéances. En 2025, nous allons évaluer notre CDN et voir qu'est-ce qu'on a pu réaliser dans les mesures que nous avons proposées. Pour la personne qui a posé cette question-là. Donc, ces mesures ne sont pas des mesures qui vont courir pendant 100 ans, pendant 20 ans. Ces mesures-là ont des échéances. On va évaluer pour voir est-ce qu'on reconduit. Est-ce que les actions qui ont été menées ont servi à quelque chose? Est-ce que ça a eu des incidences sur les émissions de gaz à effet de serre? Quelles sont les nouvelles perspectives en termes de vulnérabilité future pour se positionner? Donc la CDN sera renouvelée encore pour une autre échéance de 5 ans. Très bien. Merci beaucoup, Marianne Azéoun Topor. On va remercier comme il se doit maintenant mon couple de panélistes, Dr Amou et Madame Topor. Nous passons sans transition à la phase de distinction des meilleurs ambassadeurs du café environnement. Ils ont travaillé sur le terrain, ils ont sensibilisé et aujourd'hui aussi, nous lançons en fait une nouvelle campagne de communication qui se fera sur le thème du jour, comment minimiser les impacts de la variabilité et des changements climatiques sur les activités humaines. Ils iront partout sensibiliser le grand public, ils iront voir les paysans, ils iront voir leurs collègues étudiants, tout le monde sans laisser personne de côté, de sorte à ce que le message aille partout. Ceux qui ont fait ce travail le mois dernier, quels sont aujourd'hui les meilleurs qui arrivent en tête? Qui sont les meilleurs qui arrivent en tête du classement? Nous allons les découvrir et nous allons symboliquement les distinguer. Et à cette fin, je voudrais inviter Dr Amou à me rejoindre. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Arrivé 5e dans le classement
aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir qui c'est. Selon vous, c'est un homme ou c'est une femme? Donc, 5e, un homme pour Marianne, une femme pour les autres. Découvrons. Charles Wedo. On va l'aider à venir jusqu'à moi. Charles Wedo est le président de l'association des scolaires et étudiants handicapés du Bénin. Il a fait de très belles restitutions sur le terrain. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si des personnes handicapées s'engagent à la protection de l'environnement, vont sur le terrain faire des sensibilisations, combien plus encore les autres devraient pouvoir le faire. Charles Wedo est une personne handicapée visuelle. Merci beaucoup, Charles, pour le magnifique travail qui a été fait sur le terrain. Charles reçoit donc son attestation des mains de Dr Amou. Il reçoit également du charbon écologique de la part de Empire Écologie, du vinaigre de la part de Destiny's Taste. Il reçoit des biscuits de la part de Mo Biscuiterie, du savon de la part de 100% Terre, un baume de la part de Ilerami. Il reçoit un autre biscuit à l'effigie du café environnement offert par Miro Biscuiterie, des toffees multiples saveurs de la part de Bademain. Il reçoit également de la poudre de cacao offerte par Sweet Life Africa, des chips de la part de Nad Chips, des œufs de la part de Agrissage, bien mis dans un sac offert par Unitar. Et c'est avec la CDN. Félicitations encore, Charles Wedo. Cotin, il faut l'aider. 4e dans le classement aujourd'hui. Toujours un homme? Ah, maintenant vous hésitez. Ok, découvrons. Henri Koumayon. Il est lui aussi membre de l'association des scolaires et étudiants handicapés du Bénin. Henri Koumayon est trésorier général. C'est bien ça, Président? Il est trésorier général de la SEB. Henri Koumayon n'est pas là actuellement, mais on lui transmet toutes nos félicitations parce qu'il a fait de très belles restitutions sur le terrain. Ils ne sont pas classés juste parce que ce sont des personnes handicapées. Ils sont classés parce qu'ils ont fait un travail magnifique et fort apprécié. Et je me rappelle chaque fois que le président Wedo, il voyait la date du café environnement s'approcher, il disait « J'espère que cette fois-ci, je serai dans le classement parce que je fais tout pour ça. » Donc, vraiment, félicitations. 3e dans le classement aujourd'hui. Mais avant de découvrir qui est en 3e position, je voudrais vous prier de m'aider à reconnaître dans cette salle le coordonnateur de UNITA au Bénin, M. Akani, qui nous a rejoint. On l'ovationne très fort, il va se lever pour qu'on le... Son agenda était hyper chargé, je ne pensais même pas qu'il allait pouvoir nous rejoindre, mais il a dit « je ferai au mieux ». Merci beaucoup, M. Akani. Qui arrive en 3e position donc? Matthew Sonayon. Il reçoit son attestation des mains de Dr Amou. Il reçoit aussi du charbon écologique offert par Akanchigan, du vinaigre offert par Destiny's Taste,
Un baume de la part de Hilaire Ami. Du savon offert par 100% Terre. Du savon à base d'huile usagée, l'huile d'en bas. En fait, je ne suis pas étonnée que le président Charles Wedo ait réussi, qu'il ait pu faire de si belles restitutions. Parce que quand on a fait le café environnement sur les huiles usagées, il a très bien suivi, il a posé beaucoup de questions et il nous a expliqué que lui-même, quand il va manger du attiéké, il demande l'huile d'en bas, qui est en fait une huile très usagée et pas bonne pour la santé. Mais Amavi Collect, qui nous a donné cette communication-là, récupère les huiles usagées pour en faire du savon. Et nous sommes contents de pouvoir vous donner ce savon aujourd'hui, de la part de Amavi Collect. Il reçoit des biscuits offerts par Mo Biscuiterie et un autre offert par Miro Biscuiterie. Tous ces biscuits sont à l'effigie du Café Environnement. De la poudre de cacao de la part de Sweet Life Africa. Des chips de la part de NAD Chips. Et des œufs. Des toffees de la part de Bademé. Vivi Toffee. Monsieur le coordonnateur, c'est bien dans le sac offert par Unita pour la CDN que nous avons mis les œufs offerts par Agrissage pour Matthew. Également ce stylo offert par Unita. Félicitations, Matthew. Merci beaucoup, Dr Amou. Nous allons inviter maintenant Marianne pour la suite. Deuxième dans le classement. Jusqu'ici, on n'a pas de femme. Deuxième, une femme, un homme. Découvrons. Et c'est encore un homme. Wilfried Kenji. Qui reçoit son attestation des mains de Marianne Azéoun Topo. Il reçoit aussi du charbon écologique à Kanchigan, offert par Empire Écologie. Du vinaigre de la part de Destiny's Taste. Des biscuits de la part de Mo Biscuiterie. De la poudre de cacao offerte par Sweet Life Africa. Du savon de la part de 100% Terre. Du toffee, lequel on lui donne là? Oh, on lui donne le kiki là. Il y a du sodabi dedans. Vous prenez un peu. Ah non, il n'en prend pas. Bon, donc. Il reçoit également du lait caillé de la part de notre partenaire Dopon. De la part de Miro Biscuiterie. Des chips de la part de Nad Chips. Un baume de la part de Hilaire Ami. Et pour finir, le sac Unita, CDN et des œufs de la part de Agrissage. Agrissage, franchement, les œufs sont d'une qualité exceptionnelle. Il faut les manger, il faut les apprécier et vous constaterez que je dis toujours vrai, le jaune, il est purement jaune. Amavi Collect, du savon pour vous. Félicitations, Wilfried. Nous allons maintenant découvrir qui arrive en tête du classement. Elle a passé son temps à me dire, moi je viens pour la première. Maintenant, quand je fais ma phrase, elle dit le gagnant. Donc elle a changé. elle commence à douter en fait. On va découvrir qui arrive en tête du classement. Un homme ou une femme? Salomé
Ogudeji. Elle a espéré jusqu'au bout. Félicitations Salomé pour les belles restitutions que nous avons eues tout au long du mois. Elle reçoit donc son attestation et du charbon écologique de la part de Empire Écologie. Elle reçoit de la part de Queen Bella Cosmétiques des produits de maquillage produits au Bénin dans des conditions écolo. Donc elle a un fond de teint et un eyeliner dans son pack. Salomé, smile. Elle reçoit du savon de la part de 100% Terre, du vinaigre de la part de Destiny's Taste. On lui donne le kiki ou pas? Salomé, vous prenez le sodabi. Elle reçoit un stylo de la part de Unitar, un baume de la part de Hilaire Ami, un sac CDN de la part de Unitar, des biscuits de la part de Mo Biscuiterie, du savon de la part de Amavi Collect, elle reçoit aussi du lait caillé de la part de Docmont. Et pouf, des chips de la part de Nad Chips. De la poudre de cacao de la part de Sweet Life Africa. Et pour finir, des œufs de la part de Agrissage. Félicitations Salomé. J'invite maintenant M. Akani à me rejoindre sous vos ovations. C'est le coordonnateur de UNITAR. Monsieur Akani, merci beaucoup de nous avoir rejoints. J'invite Dr Amou à nous rejoindre aussi. Merci beaucoup. C'est notre manière à nous de vous dire symboliquement merci pour le temps que vous nous avez consacré ce matin. Du charbon écologique de la part de Empire Écologie. Du vinaigre. Du savon de la part de 100% Terre. Un baume de la part de Hilaire Ami. Des biscuits de la part de Mo Biscuiterie. De la part de Miro Biscuiterie. Un stylo de la part de Unitar. De la poudre de cacao de la part de Sweet Life Africa. Des chips de la part de Nad Chips. On lui donne le... Il acquiesce avec enthousiasme. C'est le kiki de la part de Badem et notre partenaire. Vous voyez le truc. Oui. Voilà.
Il reçoit des œufs de la part de Agrissage dans un sac CDN de la part de Unitar. Merci beaucoup. Et pour finir, il reçoit du lait caillé de la part de Docon. Merci beaucoup. Marianne. Le Café Environnement vous dit symboliquement merci à travers ses partenaires. Et comme Marianne est dans les déchets, elle saura apprécier la qualité de notre charbon écologique. C'est fait à base de déchets. Et c'est Empire Écologique qu'il fait. Des chips de la part de NAD Chips. Du savon de la part de 100% Terre. De la poudre de cacao de la part de Sweet Life Africa. Du vinaigre de la part de Destiny's Taste. Des œufs de la part de Agrissage dans un sac offert par Unitar. Un stylo de la part de Unitar. Un baume de la part de Ilérami. Des toffees de la part de Bademé. De la part de Miro Biscuit. Du lait caillé de la part de Dopon. Et pour finir, du maquillage, un fond de teint de la part de Queen Bella. Merci beaucoup, Marianne. Merci beaucoup, Monsieur Akani. Monsieur Akani, vous restez avec moi pour distinguer maintenant le point focal Café Environnement au niveau du campus d'Abom et Calavi. Monsieur Fernando Lajoie, à Gouna, on connovation très très fort, s'il vous plaît. Merci Fernando pour la qualité de votre travail. Il suit tous les ambassadeurs sur le terrain, le travail qui est réalisé, essaye de motiver, de coacher, de relever la barre quand il faut et de soutenir quand il faut aussi. Merci beaucoup Fernando. Du savon de la part de 100% Terre. Du vinaigre de la part de Destiny's Taste et un baume de la part de NAD, de la part de Ilérami. Des chips de la part de NAD Chips. Des biscuits de la part de Miro Biscuiterie et Mo Biscuits. Des toffees de la part de Bademé. Et pour finir, des œufs de la part de Agrissage. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la phase de dégustation des mets entièrement locaux. Alors, nous allons terminer en beauté. Au cours de sa communication, Marianne Azéoun Tokpo a insisté sur le consommation local. Et c'est une règle d'or au Café Environnement. On finit toujours par une dégustation des mets entièrement locaux et de boissons locales. Nous mangeons dans des assiettes en terre cuite produites à sec, donc localement. Et nous buvons dans des calebasses aussi pour notre bonne santé et pour le plaisir de nos papilles gustatives. Freddy Adiarossi, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Bien évidemment, madame. Je salive déjà, donc j'espère que le menu sera à la hauteur de ma salivation. Tout à fait. Aujourd'hui, sur le buffet, nous allons prendre du haricot, communément appelé du djongoli, pour certains. Djongoli, c'est différent, c'est à base de haricot, mais ce n'est pas du haricot. Bon, c'est on va dire du savoir rouler. Pardon? Du savoir rouler. C'est l'haricot mélangé avec de la farine de maïs. Donc ça s'appelle savoir rouler. Savoir rouler. Ok. Vous voyez, il y a certains codes que lui seul maîtrise. Moi, je ne connaissais pas ça. Accompagné du piment. Et nous allons prendre du riz au lait de coco, accompagné du beignet doko. Donc, on a du doko avec du riz au lait de coco.
Et on a du bon Zangpiti. Moi, je l'appelle Zangpiti. Moi, je ne dis pas savoir rouler. Moi, je l'appelle Zangpiti. Du bon Zangpiti ou du Jongoli, si vous préférez. Et il y aura du piment dessus pour ceux qui aiment manger épicé comme moi. Donc, chacun y ira en fonction de ses goûts, de ses saveurs préférées. Mais ce sera bon, n'est-ce pas? Naturellement. On va demander à M. Akani ce qu'il va manger aujourd'hui. Tu as donné le nom tout à l'heure. Savoir rouler. Voilà, je peux avoir ce nom soutenu là. Je veux du savoir rouler. Du savoir rouler pour M. Akani. Merci de le servir. Donc, Michael, servez du savoir rouler à M. Akani. Docteur Amou, qu'est-ce que vous allez manger aujourd'hui? Du riz au lait de coco ou du savoir rouler? Du riz au lait de coco. Du riz au lait de coco pour Docteur Amou. Marianne. Voilà. On peut aussi manger tout. Hein? Oui, je sais, mais savoir rouler, Jongoli, c'est mon plat africain préféré. Waouh, on ne savait pas, mais on est tombé pile Pic. poil dans le mire. Merci Inès. Donc, je vais passer à la dégustation. Merci Freddy plutôt. Bien, qu'est-ce qu'on va boire aussi, Freddy? À ma droite, nous allons prendre du jus, nous allons prendre du adoyo frais et du jus de bissap accompagné du baobab, offert par notre partenaire Ilé Rami. Très bien, pour les boissons, ce sera adoyo, jus de baobab, jus de bissap, offert par Ilé Rami. Comment minimiser les impacts de la variabilité et des changements climatiques sur les activités humaines? C'est le thème qui nous a tous mobilisés ici sur le campus d'Abomey-Calavi aujourd'hui pour le Café Environnement de Calavi de l'UAC, donc dernier jeudi du mois sur le campus d'Abomey-Calavi. J'ai été ravie d'avoir deux experts de taille envoyés par UNITA pour le compte de la vulgarisation de la CDN, contribution déterminée au niveau national que nous sommes en train de faire. Pendant un mois, une campagne de communication spécialement axée sur ce thème va se faire par les ambassadeurs du Café Environnement. Ils iront donc partout sensibiliser le grand public pour que plus de personnes encore comprennent ce que c'est quand on entend changement climatique, variabilité climatique et surtout comprendre que le Bénin a fait l'option de s'inscrire dans tout ce qui est stratégie d'adaptation plutôt que l'atténuation, même si nous ne renions pas l'atténuation. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout de vous engager, vous aussi, à la protection de l'environnement. Merci infiniment à tous les partenaires du Café Environnement, spécialement à ESAE TV qui assure la production de l'émission du Café Environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.